Entrarem en un procés de renovació perquè crec que s'ha acabat un cicle y doncs això estem treballant. Nosotros estamos convencidos, porque como lo hemos hecho ya en el 2003, que se puede revertir esta situación. Habrá una renovación para hacer un equipo más competitivo que pueda ganar títulos relevantes. Après le déclin et la fin du cycle du grand Luis Enrique, le Barça est tombé dans une période effroyable. Une fois le cycle glorieux touchant sa fin, c'était là le moment de se confronter à la réalité, celle de l'arrivée au pouvoir d'un président avec lequel la lumière laissera place à l'obscurité. Avant même qu'un nouvel entraîneur ne prenne place sur le banc, pour véritablement commencer sa saison, la décision d'un joueur allait bouleverser l'histoire de Barcelone. Neymar décide de signer au Paris Saint-Germain. Un départ symbolique, quelques mois après celui de son entraîneur, qui signe définitivement la fin d'un cycle. Les signes de cette fin étaient déjà visibles lors de la dernière saison de l'Asturien, qui a su partir au bon moment. Ou peut-être que son cycle n'était finalement qu'une parenthèse de bonheur dans un déclin plus global. Plus que jamais, en 2017, il était temps de construire le nouveau Barça. Avec plus de 200 millions d'euros entre les mains, à quelques semaines de la fin du mercato, c'était aussi le moment de voir ce que les dirigeants étaient capables de faire. Opérer la transition vers un nouveau cycle n'est pas une mince affaire. Mais avec de telles ressources, nous pouvons dire aisément qu'avec un projet sportif quelque peu réfléchi depuis son arrivée au pouvoir, il était possible pour Bartomeu de réaliser de belles choses, ou au moins initier ce nouveau départ. Mais finalement, la sortie du Brésilien a justement été révélatrice d'une absence totale de projet sportif. Consoler les supporters par la vaine recherche du nouveau Neymar, c'est peut-être la seule chose qui a été faite. Appliquez la même stratégie avec le départ de chaque joueur important et vous aurez le dit projet sportif de Bartomeu. Comme s'il suffisait de remplacer une pièce par une autre pour faire fonctionner une équipe. Comme si l'équipe de football n'était qu'une machine, ou comme si le club n'était qu'une entreprise. Un nouvel entraîneur est arrivé, mais le contexte institutionnel dans lequel il baignait, l'absence de projet sportif et son manque de conviction pour une idée claire a peut-être mené à son échec. Réussir à Can Barça n'est pas donné à tous. C'est une jungle dans laquelle il faut endurer et multiplier les qualités. Connaissance de l'environnement, des médias au banc en passant par les tribunes, légitimité, détermination, passion, ambition, courage sont des qualités parmi tant d'autres que le technico doit avoir en lui. Mais il doit aussi avoir l'appui de ses supérieurs. Il doit faire partie d'un projet sportif plus global. Voué à soi-même, il lui sera difficile d'imprimer ses idées sur son équipe. Il vaut mieux claquer la porte. Les entraîneurs qui ont succédé à Luis Enrique n'avaient que peu des qualités citées précédemment et n'avaient aucun appui hiérarchique. Voilà ce qui a en partie mené à l'absence de cycle. Depuis la fin de l'ère Luis Enrique, Barcelone n'a entamé aucun cycle. Tout ce qui a été fait, c'est essayer d'amortir la chute d'une équipe en déclin. Loin de moi l'idée de remettre en cause les compétences des entraîneurs qui ont succédé à l'Asturien. Leur passé dans leurs clubs respectifs suffit à me contredire. Mais les grands clubs, c'est un autre monde, et en l'occurrence Barcelone est un autre monde. L'histoire a démontré que Barcelone ne sait briller que d'une seule manière, en voyant grand, en voyant loin, en suivant le modèle dont les lignes directrices ont été placées par un homme il y a de ça 30 ans. Barcelone n'aime pas le compromis, et Barcelone n'aime pas le réticent. Mais Barcelone est aussi grincheux, impatient. Alors sans ambition et passion, sans endurance et confiance en soi, allez voir ailleurs. Le triste passage d'Ernesto Valverde en est un des plus beaux exemples. Un Barça dont le modèle de jeu fut un compromis. Il faut faire un choix. Ce qu'Ernesto n'a pas su faire par peur de cet environnement hostile, par sa personnalité trop conciliante et par manque de structure sportive au club qui viendrait garantir un quelconque projet sportif. L'entraîneur qui lui a succédé est arrivé avec de beaux espoirs et des idées extrêmement intéressantes. Il a essayé tant bien que mal de ramener l'enthousiasme à Can Barça, mais a fini par se conformer à ce qui se faisait avant son arrivée, ne devenant qu'une pâle copie de son prédécesseur, perdant le total contrôle de son équipe et menant à la plus grande humiliation de l'histoire du club. La troisième désillusion en l'espace de 3 saisons, aux yeux de l'Europe, à un stade avancé de la compétition. Lorsque l'on sait qu'une équipe en sort rarement indemne, même lorsque cela suit un cycle victorieux, et Barcelone le sait, que dire d'un groupe de joueurs déjà usés par le temps et le poids des médailles, qui en subissent 3 consécutives dans une équipe morose dont l'effectif n'est pas à l'image de leur grandeur.
il était nécessaire de tout renouveler. Mais il était impossible pour Barcelone d'avoir les moyens de ses ambitions. Comment opérer une révolution en période de crise sanitaire impactant les ressources des clubs de football? Comment opérer une révolution en période de crise institutionnelle? Qu'attendre de dirigeants qui en 5 ans n'avaient que peu fait pour construire le chemin de la gloire et qui désormais doivent faire face aux conséquences de leurs décisions, aggravées par le contexte? Beaucoup de nécessités mais peu de possibilités, peu de ressources, peu de moyens. Néanmoins, une chose restait possible. Commencer par ramener enfin cet homme qui regrouperait l'essentiel des qualités que l'on attend d'un homme sur le bord du Camp Nou et essayer d'écouter ses demandes essentielles pour lui permettre de bâtir une équipe à son image. Il ne restait plus que ça à Bartomeu pour essayer de se sauver, s'accrocher à un dernier espoir. Mais même cela, il n'a pas su le faire complètement, prenant des décisions en panique et ne pouvant garantir à son dernier entraîneur les moyens de ses ambitions. Il ne restait qu'une source d'enthousiasme au Barcelonais, s'accrocher à cette personne et espérer qu'elle ait la personnalité pour pouvoir faire face à toute cette pression, affronter le contexte, relever le défi et réussir là où les autres ont échoué, déclencher le renouveau. L'homme qui avait l'ambition de se confronter à cet environnement hostile à l'été 2020 devait s'attendre à ce qu'il y a de pire pour un entraîneur à court terme et devait s'attendre à ce que les résultats soient instables, s'attendre aux critiques et à l'impatience. Mais Koeman le sait, même celui qui a fait de lui une icône en Catalogne a dû passer par ces étapes très difficiles à vivre, mais ô combien importantes pour toucher le Graal. Dans ces moments, le plus important est d'avoir du courage, mais surtout le soutien et conseil de ses supérieurs. À l'été 2020, le Néerlandais devait se mettre en tête une chose, il ne sera voué qu'à lui-même, car ses supérieurs seront bientôt déchus. Barcelone a historiquement tendance à faire appel au berceau de sa splendeur lorsqu'il s'agit de retrouver le sourire. Le Barcelonais est exigeant, mais il est sensible après tout. Il est un être nostalgique, qui porte l'école hollandaise au plus profond de son cœur, qui sacralise ses légendes et voit en eux une éternelle appartenance à leur maison, attendant leur retour sur le banc de leur ancienne équipe. Pendant toute sa carrière d'entraîneur, Ronald Koeman a plus ou moins été lié à des rumeurs le renvoyant chez lui à Barcelone. L'occasion s'était d'abord présentée en 2003, alors que le candidat Bassat présentait son directeur sportif Pep Guardiola. Ce dernier annonçait que son premier choix pour occuper le banc du Barça n'était autre que Koeman, qui réalisait un très bon travail avec l'Ajax. Mais Ronald, sous contrat, ne voulant pas quitter son club à ce moment, n'était pas vraiment tenté avant de terminer son contrat, alors Guardiola sécurisait une autre option, celle de Juan Malillo. Le premier train est passé, Koeman n'a pas embarqué. Il est resté à Amsterdam pour suivre son projet dans ce club mythique. Mais peu importe, le train n'allait pas arriver à destination. Pour le plus grand bonheur de Barcelone, Joan Laporta a été élu, Bassat battu. Par la suite, en 2004, alors que les débuts du cycle Rijkaard généraient des contestations, critiques, doutes, d'autres rumeurs laissaient entendre que Laporta réfléchissait au remplacement de Rijkaard par Koeman. Des rumeurs qu'il avait démenties, la patience et l'humilité devant les conseils de Cruyff lui ont donné raison. Et sa patience fut récompensée. Quelques décennies plus tard, entre réussite, échec et semi-échec à la tête de différents clubs, Koeman finit par réaliser le rêve de tout entraîneur hollandais, être sélectionneur. Il a même su construire une très belle équipe prétendante à l'Euro, mais il décide de tout quitter à quelques mois de la compétition tant attendue pour rejoindre un Barça détruit, en crise, après la plus grande humiliation de son histoire. Sa grande star qui a des envies d'ailleurs, un effectif pas très qualitatif et très jeune, dans une période de crise sanitaire, réduisant les ressources des clubs et ainsi les transactions au mercato. 17 ans plus tard, le train passe de nouveau, pour l'emmener chez lui, à sa maison, de nouveau en ruine. Et cette fois, Koeman embarque. Une deuxième chance pour être celui qui incarnera le renouveau à Can Barça. Quelques mois après avoir eu un problème cardiaque et frôlé le pire, Koeman a décidé de s'aventurer à Barcelone. C'était peut-être sa dernière chance pour offrir aux Barcelonais le sourire après plusieurs années de déception. Un immense défi. Accompagné d'un staff de qualité composé entre autres de Schreuder, Koeman s'aventure dans cette jungle qui ne pardonne pas, tout en sachant que 2 hommes avant lui n'ont pas échappé à la sentence, et que cette fois le club est à son point le plus instable. C'est tout de même un émouvant retour à la maison dont il a tant rêvé, et comme bien d'autres avant lui, Koeman a tout vécu ici. Il sait parfaitement comment fonctionne ce monde. Il sait ce qui l'attend à Barcelone, de bon comme de mauvais. Ne pas pouvoir avoir les moyens de ses ambitions, ne pas pouvoir mettre son projet à l'œuvre, ne pas pouvoir recruter ce qui était à son sens nécessaire à son projet, et devoir s'adapter à un effectif qui au final n'était pas digne d'une équipe comme Barcelone, pas digne d'une équipe qui a toujours l'ambition d'être proactive et de conquérir tous les titres,
compliquer la tâche. Entre ceux qui n'ont tout simplement pas le niveau pour porter ce maillot, ceux qui sont usés par le poids des médailles et des récentes humiliations, par le poids des décisions de leurs dirigeants, ceux qui ont des désirs d'ailleurs, ceux qui arrivent à peine et doivent s'adapter, ceux qui sont jeunes et doivent apprendre, il faut dire que la tâche s'avérait être délicate. Les nombreuses blessures de joueurs importants tout au long de la saison n'ont pas aidé. Cette saison de Ronald Koeman, ce sont des hauts et des bas, mais plus de positifs que de négatifs, plus d'enthousiasme que de déception. Pour la première fois depuis la fin du cycle de Luis Enrique, un entraîneur vient avec l'ambition d'opérer une rupture avec le passé et d'inculquer de nouvelles idées sur le terrain. Vient s'ériger en tant que pont entre la Masia et l'équipe première, donnant une porte d'accès à celui qui, à son sens, le mérite, ou du moins convient à son modèle de jeu. Il me paraît peu raisonnable d'exiger beaucoup d'une telle équipe à court terme, du moins pour une première saison. Il est impossible de l'apprécier sans en apprécier le contexte. Il est évident que l'exigence d'un grand club ne doit pas laisser place à une indulgence faisant stagner le club dans la médiocrité. Mais il y a toujours des situations spécifiques, en l'occurrence à Barcelone, où le temps et la patience sont nécessaires lorsque l'on transite d'un cycle à un autre. De manière générale, joueur comme entraîneur, j'ai personnellement tendance à exiger au moins une saison de patience dans ce cas-là. Surtout pour les entraîneurs qui arrivent avec de l'ambition et des idées neuves et n'y renoncent pas. Mais dans le cas Koeman, en plus du temps nécessaire à la mise en place d'un projet ambitieux, il y avait un contexte à prendre en compte. Selon moi, son équipe est capable du meilleur comme du pire. Ses matchs sont imprévisibles. Elle est encore déséquilibrée, immature, mais elle a un très haut potentiel. Et elle a une âme, quelque chose de spécial qui la rend assez attachante. De mon point de vue, par-dessus tout, je pense que Koeman a réalisé quelque chose de grand, faire retrouver l'enthousiasme aux Barcelonais. Là où cette équipe a été décevante, c'est surtout dans les moments importants, autrement dit dans les matchs décisifs pour les titres, qui rendent parfois cette équipe méconnaissable, comme en témoignent les dernières journées de Liga. Une attitude défaitiste de la part des joueurs et de l'entraîneur qui a gâché une fin de saison et l'a laissé sur une note négative. Pour autant, il ne faut pas se laisser avoir par la frustration de cette fin de Liga. Barcelone a réussi et de manière assez brave à obtenir un titre, a su redonner l'espoir en Liga alors que quelques mois plus tôt le podium paraissait si loin, et a su, après une grosse désillusion en Ligue des Champions, sortir avec honneur. Le simple fait de faire ressentir de la frustration à l'idée d'avoir laissé échapper le titre en Liga laisse entendre que la deuxième partie de saison fut très louable et que le travail de l'entraîneur et de son staff a commencé à porter ses fruits avec le temps. En effet, je trouve que depuis de nombreuses années, le Barça n'a jamais eu l'intention d'être aussi proactif. Respecter le style, c'est ça de manière générale. Nul besoin de se renfermer dans des considérations trop réductrices ou trop subtiles. Le style Barça, c'est avant tout une mentalité, une déclaration d'intention. Et ce Barça montre clairement son intention, être proactif, c'est tout ce qui importe. D'autre part, depuis de nombreuses années, jamais aucun staff n'a eu l'intention de trouver des solutions à des problèmes. Sans tous les énumérer, et sans même rentrer dans les détails, évoquons le problème Messi. Tout un système a été construit pour le consacrer définitivement dans l'axe. Trouver un moyen pour avoir de l'amplitude et de l'activité à droite, pallier défensivement à son manque d'activité dans l'axe, mais aussi offensivement au manque d'éléments décisifs dans la surface adverse, spécifique à cette saison 2020-2021. Tout un modèle de jeu a été pensé pour permettre à Barcelone un renouveau tactique, tout en trouvant des solutions aux problèmes inhérents à l'effectif. De nombreuses choses ont été tentées tactiquement à tel point qu'en début de saison, l'instabilité avait constitué un problème. Le manque de continuité donné à une idée empêchait vraisemblablement l'équipe d'aller vers des certitudes tactiques. C'est lorsque Koeman a donné continuité à une idée que l'équipe a, paraîtrait-il, commencé à trouver le chemin du succès. Si l'exemple de la solution au problème Messi paraissait être d'un point de vue purement théorique facile, il n'en était rien en pratique, il ne l'a jamais été, et il l'est de moins en moins à mesure que le joueur prend de l'âge. Trouver le parfait équilibre entre individualité et collectif, liberté, déchargement de certaines tâches, compensation. Évidemment, le joueur est tellement génial que même sans résoudre ce problème tactique, il peut sur de simples actions individuelles vous offrir la victoire. Mais le football est collectif, et c'est collectivement que l'on remporte un titre. C'est là le problème à résoudre. Quelle limite poser à un joueur qui vous fait souvent transcender pour le bien commun? Et comment l'entourer? Il semble que sans Messi, il serait relativement plus simple pour un entraîneur d'imposer ses idées. Mais d'un autre côté, il vaut mieux tenter de trouver ce juste équilibre entre lui et le collectif, parce qu'une fois trouvé, c'est la gloire qui attend l'équipe. C'est là la difficulté dans le choix à faire par les entraîneurs passés au Barça. Entre le fait de ne pas avoir besoin d'être ambitieux pour se faire sortir d'affaire par Messi, que donc à lui seul il peut vous offrir de bons résultats,
Entre le fait que sans lui, il serait plus simple de penser un modèle de jeu en raison de la liberté que cela vous octroie dans le choix du système de base et le choix des profils ou définition des rôles de joueurs, et entre ces deux idées extrêmes, il y a le juste milieu qui consiste à dire que pour avoir une équipe compétitive et proactive, avec à l'intérieur un Messi la rendant stratosphérique, il faut pouvoir trouver le parfait équilibre entre lui et le collectif. Être ambitieux collectivement tout en sachant le mettre dans le bon contexte, et c'est justement ce qu'ont cherché Koeman, Schreuder et leur équipe technique pendant toute la saison. À chaque fois qu'un entraîneur a su trouver la formule pour trouver ce juste équilibre, Barcelone a su marcher sur l'Europe. Après maintes évolutions de son rôle, et après avoir connu une des pires périodes de sa carrière en 2013, il connaissait par exemple un renouveau individuel et collectif avec Luis Enrique lors de la saison 2014-2015. L'Asturien le replace en tant qu'ailier, construit un modèle de jeu bien distinct de celui de ses prédécesseurs, sans s'écarter des principes fondamentaux, soit l'intention d'être proactif. Mais ce replacement avait nécessité des recrutements bien spécifiques, comme en témoignent ses premières demandes de recrutement. Un grand buteur, et un milieu dont le profil serait différent des autres, plus athlétique et plus dans la couverture défensive et la transition rapide. Quelques saisons plus tard, Luis Enrique, s'apercevant des limites de son effectif et de la nécessité de renouveler le rôle de Messi à mesure que ce dernier prenait de l'âge, tentait de le consacrer dans l'axe. Mais ce ne fut qu'une tentative. Quelques mois plus tard, il disait adieu à Barcelone. Depuis, aucun entraîneur n'a eu l'ambition de procéder à cette énième révolution tactique pour trouver le nouvel équilibre. Et j'utilise bien le terme révolution, puisqu'il y a une différence entre construire une barque de fortune que Messi peut mener à bon port et construire un navire de croisière à la tête duquel il y aura le capitaine Messi. Après Valverde, Setien est arrivé et a essayé, seulement essayé, mais y a vite renoncé. Ce fut un grand dommage, mais les grands clubs ne pardonnent pas. Il fallait croire en ses idées. À quoi bon y avoir renoncé en voyant comment sa courte histoire s'est terminée ? Koeman est à mon sens le premier entraîneur qui tente véritablement de procéder à cette révolution, même si c'est encore peut-être un grand mot. Et évidemment, cela prend du temps, c'est difficile, il y a des décisions parfois contestables, mais il a insisté sur ce chemin et a tenté de trouver des solutions qui allaient toujours dans le même sens. Guardiola, Menotti ou même Juan Malillo disaient souvent que le système ne voulait rien dire en soi. Ce n'est qu'un point de référence et ce qui importe, c'est le modèle de jeu. C'est une évidence, le jeu est dynamique. Mais le système a particulièrement posé problème ces dernières années à Barcelone. Et précisément dans le cadre de la résolution du problème Messi. C'est pourtant la base de toute chose, ce sont des points de référence. Et cela a malgré tout posé problème, pour vous dire l'ampleur du chantier. Mais pire encore, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres que je prends comme exemple. Comment consacrer l'Argentin dans l'axe en tenant compte des carences de l'effectif et en essayant d'avoir une équipe proactive pour respecter le style barcelonais ? À mon sens, il y avait 3 formules possibles à ce problème. La première partait du postulat où Messi serait inapte à assumer le dernier tiers axial seul. La deuxième partait du postulat où Messi serait apte à assumer le dernier tiers axial seul. La première hypothèse aurait 2 implications. Ou alors vous donnez sur papier à Messi le rôle qu'il affectionne tant, celui de meneur sur papier, mais joueur total en pratique, un rôle indéfinissable. Dans ce cas, en raison de son manque d'activité sans ballon, il ne pourrait évoluer dans un milieu à 3. Ce serait de toute évidence un milieu à 4 qui permettrait de garder la structure de base à 3 milieux disciplinés en y ajoutant un rôle supplémentaire totalement libre et donc une défense à 3. Dans ce système, vous nécessitez la présence d'un 9 très actif sans ballon, très dynamique, très mobile pour bouger sur tout le front de l'attaque et très dévoué défensivement au pressing pour pallier au manque d'activité de l'Argentin. De même que les 2 milieux relayeurs qui accompagnent l'Argentin et les ailiers. Les 2 joueurs occupant l'aile, ou à minima 1, devront avoir de grandes capacités de débordement pour générer de l'activité dans les couloirs. Ce qui exige des profils de latéral très offensifs ou ailiers avec de bonnes capacités défensives. La deuxième implication de cette première hypothèse, d'un Messi qui serait inapte à assumer le dernier tiers axial seul, serait celle d'un Messi évoluant à la pointe de l'attaque sur papier, mais évidemment toujours très libre en pratique. Et là, on se rapprocherait au niveau de certains rôles d'une idée un peu cruyffienne, ou du moins hollandaise rappelant la Dream Team, avec un meneur très avancé et le fameux rôle derrière l'attaquant, celui de 6 pour les Hollandais qui n'est autre que le 10. J'ai personnellement tendance à penser qu'en présence d'un joueur aussi peu actif que Messi à la pointe de l'attaque, ce rôle de pointe haute du milieu est extrêmement délicat. Cela ne doit pas être un milieu comme les autres, c'est à mon sens celui qui devra être le plus actif, qui ne devra pas mener le jeu à son compte mais fluidifiera la circulation du ballon et surtout palliera au manque de projection dans l'axe.
palliera en partie au manque d'une figure axiale. En somme, ce joueur devra avoir un sens du but plus développé qu'un milieu classique et avoir une bonne capacité de projection, interchangeant ainsi avec Messi. Un joueur comme Van de Beek serait à mon sens idéal. Mais là encore, il faudrait pouvoir disposer sur les côtés, ou à minima sur l'un des deux côtés, d'une figure plus attirée par le but qu'un ailier classique, un rôle à la Stoichkov. Un rôle qu'un joueur comme Ansu Fati pourrait à mon sens assumer. Mais qu'en serait-il de l'équilibre défensif avec un effectif aussi pauvre dans ce secteur ? C'est la grande question. Enfin, la deuxième hypothèse partait du postulat où Messi serait apte à assumer le dernier tiers axial seul. Ce serait donc un faux neuf, et là on serait plus exigeant que dans les systèmes précédents. Les deux milieux relayeurs devront apporter de la projection et du but. Les deux ailiers devront être implacables dans la surface adverse. Et l'un des deux ailiers devra être extrêmement discipliné tactiquement pour savoir tantôt occuper des zones plus axiales, tantôt apporter la largeur nécessaire, tantôt faire des appels dans la diagonale, un système qui demande beaucoup de travail pour être mis en pratique. Les modèles de jeu qui partent sur une telle base sont très souvent exigeants en ressources mais aussi en temps. Et le temps, ce n'est pas ce qu'il y a à Barcelone actuellement. Comme vous le voyez, le problème Messi a plusieurs solutions potentielles. Mais chaque solution a ses avantages et inconvénients. Tactique mais aussi dépendant de l'effectif. Et si l'on s'en tient à cette saison uniquement, les blessures de certains joueurs clés comme Ansu ou Araujo, enfin le défenseur agressif, audacieux dans sa manière de défendre qu'il manquait à cette équipe, eh bien ces blessures ont mis des obstacles sur la route vers les certitudes tactiques. Et pourtant, Koeman a continué dans cette voie. Bien évidemment, ce qu'il a pu tenter cette saison se rapproche vaguement de ce que j'ai présenté ici, qui ne sont que des exemples théoriques. En pratique, cela se rapproche, mais c'est à quelques égards distinct. Ce qui laisse penser que le Néerlandais est audacieux. Son audace va même parfois aux limites du baroque, laissant Barcelone douter quant à ses capacités de gestion ou ses capacités tactiques, ce qui est légitime. Mais laissons-lui le temps en lui donnant les moyens. Cette saison a été difficile. La pression pour les résultats, le manque de structure au club, l'incertitude quant à son avenir tout au long de la saison et même dès le départ, et l'on a bien vu en deuxième partie de saison que quand le contexte allait un peu mieux, l'équipe allait mieux, même si la fin a été frustrante. Par ailleurs, le fait qu'il ait réussi à bâtir un groupe soudé cette saison est grandiose. Ce n'était pas si facile, le meilleur joueur avait des envies d'ailleurs, son meilleur allié dans le vestiaire a été vendu et de manière un peu brutale, l'effectif a accueilli de nombreux jeunes, quelques recrues, et le vestiaire avait contesté l'entraîneur précédent. Pourtant, le groupe est soudé. Il est resté tout au long de la saison, même face aux rumeurs lancées par les médias. Rien n'a pu casser cette ambiance de groupe. Pas même les nombreuses erreurs individuelles de joueurs qui ont coûté tellement de matchs. Rien n'a pu briser cette cohésion. Au final, le processus qu'est en train de traverser Barcelone cette saison avec Koeman est presque normal, c'est même du déjà vu. Le renouveau passe par de l'instabilité, de l'irrégularité, apprendre à connaître ses joueurs, les faire progresser, établir un modèle de jeu, détecter les carences de l'effectif et demander des renforts. La quête de certitude tactique dans la précipitation de la quête d'une dynamique positive en résultat pour trouver la confiance et gagner du temps. Parce que ce qui donne du temps aux entraîneurs, c'est avant tout les titres. Enfin, je terminerai mes propos en parlant des joueurs. Il y a un problème assez paradoxal au FC Barcelone, mais qui montre toute la difficulté liée à la reconstruction de l'effectif. Un effectif, c'est pour moi un équilibre entre des recrues de niveau mondial qui vont apporter spectacle et hisser leur équipe par leur génie, des recrues plus locales bien ciblées qui vont apporter leur engagement dans ce nouveau défi de leur carrière, des jeunes qui vont apporter leur insouciance, leur soif de titre, leur fraîcheur physique, des joueurs expérimentés qui sont là depuis de longues années, qui vont apporter leur maturité, leur leadership et encadrer les autres. C'est un écosystème dans lequel chacun apporte à l'autre et tous forment une équipe qui va en route vers le succès. Aujourd'hui à Barcelone, l'équilibre de cet écosystème est fragilisé. De prime abord, il y a eu bon nombre de recrutements qui n'ont justement pas été bien ciblés et l'équipe en paye les conséquences, hormis quelques-uns qui commencent à porter doucement leurs fruits depuis l'arrivée de Koeman. De même que le club en paye les conséquences d'un point de vue budgétaire. Par ailleurs, les jeunes ont pendant très longtemps été écartés. La porte s'ouvre doucement à eux depuis cette saison, mais là où ils sont censés dans un Barça normal assumer un rôle soit subsidiaire ou être un minimum protégé et encadré, ils doivent dans cette équipe, en raison de ses nombreuses carences à certains postes, faire plus que ce qu'ils devraient faire, parce que l'effectif est à certains postes tellement pauvre qu'ils apportent plus de garanties que des joueurs présents dans l'effectif depuis de longues années. Cela les met en valeur, certes, mais eux ne sont pas censés apporter des garanties. Et il est tout à fait normal que tous ces jeunes puissent faire des erreurs individuelles qui coûteront cher, ou alors possiblement fléchir dans des grands matchs.
Enfin, les joueurs expérimentés qui sont censés apporter leur maturité, leur leadership et hisser les autres dans les moments importants ne le font pas. Ils n'apportent pas la sérénité nécessaire aux autres dans les grands matchs, notamment pour diverses raisons. Et là, on est dans un paradoxe, puisque certains de ces joueurs sont essentiels, voire indispensables pendant toute la saison, et se noient dans les grands matchs. Probablement que le poids des médailles et l'impact psychologique que les dernières années ont eu sur eux les rendent impuissants dans ces grands moments ou indifférents. Ça, c'est un problème qui empêchera l'équipe d'être compétitive. Que faut-il faire? S'en séparer? Mais par qui les remplacer? Est-ce possible en contexte de crise sanitaire? Et quel joueur aurait en dehors des grands matchs le même apport que certains d'entre eux tout au long de la saison, en plus d'avoir cet avantage psychologique dans les grands matchs? Ou alors faudrait-il les garder mais envoyer un nouveau message et apporter des garanties à cet effectif à leur poste? Je veux dire par là que le message qui a été envoyé par la direction pendant de nombreuses années n'était pas le bon. Il n'était pas celui de la compétitivité, du dévouement, des garanties collectives, mais celui de l'assurance, des garanties individuelles, financières. Aussi, les postes doivent présenter plusieurs options apportant chacune des garanties. Il ne s'agit plus là d'assurer l'avenir au poste des cadres, mais d'assurer le présent et l'avenir. Il n'est pas l'heure des paris, il est urgent de sécuriser le présent. Envoyer ce nouveau message changerait certainement beaucoup de choses. Cela tombe bien, un nouveau président a pris place cette saison. Pour conclure, certes, cette équipe est entachée de défauts. Comme toute équipe qui initie un nouveau cycle, il y a des défauts contextuels, d'autres dépendant de l'entraîneur et de son staff, mais je pense que tout entraîneur qui vient avec de l'ambition mérite patience. Une saison de plus en donnant à l'entraîneur le moyen de ses ambitions n'est pas trop demandé. Je ne sais où mènera cette équipe, je ne sais si elle connaîtra le grand succès, mais elle mérite de trouver la lumière. Après tant d'années dans l'obscurité, ce sentiment de renouveau payera un jour ou l'autre, pour Koeman et pour tous ses joueurs. Je ne sais si le Néerlandais sera l'entraîneur qui récoltera les fruits de ce nouveau départ et s'il en sera capable, mais quoi qu'il en soit, Ronald aura au moins le mérite d'avoir initié le renouveau, mener le Barça à bon port, après des années d'errance au milieu des tempêtes, pour lui permettre de prendre ce nouveau départ dans le calme et la sérénité. La saison prochaine sera décisive pour son avenir et pour l'avenir de Barcelone. À lui de transformer cet enthousiasme en sourire et en trophée. Cette fois, il n'y a pas Cruyff pour suggérer au Barcelonismo la patience, mais l'expérience suffit à tous. L'histoire du football n'est qu'un éternel recommencement, et les meilleures choses ont besoin de patience.